Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ok, voilà. Comment allez-vous? La veille des vacances, on peut dire qu'on va bien. Ah oui, plus qu'une semaine. Vive les vacances. Sinon, pour ma part, l'exercice, j'ai pu travailler quand même un petit peu. J'ai pas rencontré de trop grosses difficultés, mis à part peut-être avec le triangle, où j'ai pas quand même. Autant pour le rectangle, c'était clair. Pour les droites, ça s'est bien passé. J'ai réussi à créer les méthodes nécessaires pour la longueur de la droite. Mais pour le triangle, j'ai pas pu. Donc j'ai créé un triangle en disant que il est composé de trois sommets, qu'un sommet est composé de deux points. Et pour le calcul du périmètre, j'ai pas réussi à sortir quelque chose de correct. Donc je sais pas exactement où est le souci. Euh, Un sommet donc composé de deux points, un point. de un point. Ah oui, oui, un point par sommet. Ah oui, un point, pardon, un point exact. Oui. De un point, oui, tout à fait. Ok. Et alors, en fait, Oui, c'est euh, peut-être une bêtise, hein, mais ouais, je suis passé un peu à côté. non, 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 non. Il faut trouver Et la formule. Elle est décrite dans, dans les documents Wikipédia, mais il faut analyser. Quand on n'a pas la longueur des côtés, on doit calculer la longueur des côtés. Et ça, avec la formule, ah oui, parce que moi je suis parti en disant que voilà, ce serait peut-être plus facile de vous montrer plutôt que d'essayer de l'expliquer comme ouais. ça. Je vais ouvrir Eclipse. Donc, on peut modéliser de façon plus simple le triangle en disant que le triangle possède trois côtés et on met les trois longueurs et du coup, bon, c'est facile. Ouais, c'est ça que je voulais faire plutôt. Mais du coup, on n'est plus dans la réutilisation des formes parentes et c'est plus compliqué de inférer les angles avec uniquement les longueurs. Alors que quand on a les points, on peut calculer les angles, on peut calculer les longueurs, on peut tout calculer. Okay. Je peux pas partager l'écran apparemment. Est-ce que c'est ici la configuration? J'ai Ah passé oui. beaucoup de temps à essayer, enfin, à tout remettre en place et j'ai pas pu faire le tableau non plus. J'ai pas eu le temps de me relancer sur le tableau, sur le array list. J'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour le faire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mhm. Euh, voilà. Et je suis parti donc, sur le triangle, je suis parti là-dessus. Je voulais calculer donc un triangle est composé de trois sommets Oui. et après calculer la distance entre les sommets, la racine carrée du carré de sommet 1 moins sommet 2 Oui. et l'ajouter. Mais dans application, Moi, personnellement, j'ai pas réussi avec le math S QRT. Enfin, ça m'a donné que des erreurs, donc j'ai fait 100. Ah bon, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire, ça m'a donné que des erreurs. Il faut identifier les erreurs et les et vous nommer. voyez, Mais Attends. je veux dire que lorsque je le faisais, il me donnait pas le résultat souhaité. Donc, à mon avis, je l'ai mal implémenté. Ok. Et donc, Marie-Viano, qu'est-ce que tu me montres? bah, que je pense pas que parce que je l'ai refait sur papier et j'arrive pas du tout à ce résultat-là. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, dites apparemment sur le Donc calendrier de voilà. l'école, il est mis qu'il n'y a pas cours. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Aujourd'hui?
Oui. Ça ne me dit rien. Non, moi, j'ai la... Regardez combien on est, hein. Sinon, tout le monde serait venu. Alors, Bonsoir, monsieur. bonsoir. Effectivement, il y a un problème de communication sur l'agenda de l'ICC sur la plateforme. Oui, oui. Faites gaffe, si vous vous fiez à l'agenda dynamique. Moi, je regarde. Qu'est-ce que je regarde ici? Ils ont mis cours la semaine prochaine et aujourd'hui pas cours. Ouais, donc, est-ce qu'il est cet agenda? C'est l'agenda sur Chamilo? Ouais, c'est ça. Ouais. Affirmatif. Bon, c'est pas grave, ça nous laissera plus de temps pour travailler sur cet exercice. En plus, il est surchargé. Enfin, moi, je ne sais pas ce que le visuel vous avez, mais... Ah, mais moi, je vois quand même. Non, attendez. Effectivement, le 1er février, on est le 8, semaine suivante. Waouh. Allez les gars, vous terminez votre devoir là. Ouais, Allez, donc, courage. normalement, on a cours jusqu'au 24 mai. Ouais, jusqu'au 24 mai. Les seuls congés, c'est Carnaval la semaine prochaine. Et puis, il y a Pâques en avril. Sinon, après, tout se suit. Donc, fiez-vous quand même à l'horaire en PDF quand il y a doute. Ok. Mais on n'est que 8. Alors, bah, attends, c'est pas grave, hein, ils nous rejoindront, ils récupéreront. Je regarde rapidement ce qu'on a prévu. Oui. Non, n'avançons pas. N'avançons pas. J'avais donné un autre exercice? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des... Non, vous avez mis... Il y avait juste la station qu'on vous aviez avait. mis... La station et alors la géométrie, c'est tout. IT Company, ah oui, j'ai mis le diagramme, mais pas encore dénoncé. Ok. Stop. Stop. Oui, et donc à travers le diagramme des formes géométriques, est-ce que vous avez un peu mieux vu comment est-ce que on manipule les classes abstraites, les interfaces? Voilà. Est-ce que cet exemple-là vous a permis de mieux comprendre le rôle des interfaces ici, resizable, movable? Excusez-moi, moi, j'ai bien compris, mais par exemple ici, la classe point, on voit ici le symbole que c'est une classe interne. Donc, elle va se trouver dans la classe, dans la classe abstraite forme. Oui, mais alors quand j'y réfléchis un petit peu, je me suis dit, j'ai Et peut-être après, un... après, je me suis dit, ouais, mais est-ce que le fait que donc qu'elle soit, le point soit dans la classe forme, est-ce que droite à ce moment-là,
est-ce qu'elle va savoir joindre le point, la C'est la, classe qui est ouais, dans la classe? c'est la Du coup, question. Je du coup, sais. je l'ai pas mis dedans. Oui, 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 je sais. C'est que moi, je voulais vous mettre un exemple de classe interne. Je me suis dit, pourquoi pas la classe point. Je pensais à un moment donné aussi faire ça avec autre chose. Ah, mais c'est dans l'autre projet. Et puis, et c'est après que j'ai pensé à mettre la droite, mais forcément, je n'ai pas fait attention. Il se peut que ce ne soit pas possible qu'elle soit interne. Donc, vous la faites normale. C'est vrai. Ça, c'est parce que, bon, à un moment donné, il y a quand même. C'est difficile de trouver des exemples de classes internes vraiment, vraiment utiles. Je pense que j'en ai trouvé dans IT Company. Je l'ai fait en parlant donc des énumérations. Pour ceux qui ont déjà jeté un petit coup d'œil, j'énumère les différentes monnaies, euros, dollars, etc. Et comme il n'y a que la classe budget en entry qui doit connaître ces monnaies-là, ces symboles monétaires, alors je la rends interne et personne d'autre n'y a accès. Mais effectivement, dès qu'il y a une dépendance avec une autre classe, c'est plus possible qu'elle soit interne. Et c'est le problème donc ici, effectivement, je ne peux pas la faire interne. Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, je Après, cherchais moi, sans un correction, je suis pas certain d'avoir fait bien partout. Donc, voilà, Je cherchais. Oui, attends, je vais y répondre. Je cherchais un exemple d'agrégation et de composition. Et donc ici, le plan, c'est une agrégation, donc c'est le losange blanc. Je peux avoir 0 ou plusieurs formes. Et puis là, en fait, pour la droite, c'est obligatoire d'avoir 2 points. Et donc là, j'ai mis cet exemple-là de composition. Et c'est pour ça que j'ai ajouté ça qui, au départ, n'était pas prévu. Et voilà, petit bug là. Par rapport à ce que j'ai vu 3 points dans la classe triangle. Attention, dans la classe triangle, il y a 3 points, mais il n'y en a que 2 déclarés, puisqu'il y a déjà celui-là hérité. Donc le point de la forme, qui est peut-être le point de départ du triangle, premier sommet, le deuxième, point d'origine, troisième. c'est ça? Oui. Ok, j'avais pas compris lors du détail. D'accord, j'ai compris. Ben voilà, mais je ne sais pas, il y a d'autres doutes sur autre chose, tu m'as dit, tu n'es pas sûr? Oui, c'est compliqué par interface vidéo comme ça. Oui. Oui, je vais pas faire perdre du temps à tout le monde et reparcourir complètement mon devoir, c'est pas le but non plus. Oui, non, mais on ne perd pas de temps. Le truc, c'est que, voilà, il n'y a pas une solution. Voilà, le but n'est pas d'avoir une solution. Le but, c'est de dire, tiens, ben voilà, j'aimerais bien réfléchir à la notion d'interface, de classe abstraite. Comment est-ce que je fais pour implémenter tout ceci qu'on a maintenant déjà vu? On a vu l'héritage, on a vu la composition, l'agrégation. Voilà un exemple de schéma UML que je pourrais avoir et comment je pourrais l'implémenter. Et c'est juste parce que par le drill que vous avez fait, si vous l'avez fait, vous vous êtes rendu compte de certaines difficultés, vous les avez résolues et c'est tout. Voilà. Ce ne sera donc plus nouveau à l'examen. Vous verrez ce genre de diagramme, vous dites OK, ben oui, je sais c'est quoi. Je sais comment implémenter l'interface, je sais comment implémenter l'héritage. Voilà. Donc, je ne donne pas une correction aujourd'hui parce qu'il faut laisser le temps aux autres de le faire. Il faut vraiment que tout le monde ait pu pratiquer. Et je donnerai une correction après le congé de carnaval, tiens, par exemple. Et sauf si voilà, quelqu'un me dit, voilà, est-ce que ça, la méthode compute médian, faut expliquer, ou bien la méthode longueur. Alors à ce moment-là, je fais une petite correction ponctuelle. Mais l'ensemble,
sera mis sur Moodle, sur Shamilo. After the holidays. Ça va? Alors, il y a autre chose qui… Par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que moi, j'ai pas mis 2 heures ou 3 heures à le faire, quoi. J'y suis revenu quelques heures par jour tout au long de la semaine et quand même assez bien ce week-end. Donc, si ce genre de… Si c'est présenté comme ça à l'examen, voilà, j'ai peur de pas être dans les temps et de pouvoir remplir les conditions. C'est normal, ce rythme-là, c'est normal. Vous n'êtes pas encore assez drillé et il faut que vous ayez conscience que cette vitesse, vous devez l'acquérir. C'est vraiment une question de vitesse aussi, mais pour avoir de la vitesse, il faut avoir des certitudes. Bon, voilà, comment est-ce que je fais? Ah oui, je commence par quoi? Est-ce que je commence par les interfaces? Est-ce que je commence par la classe abstraite? Mais non, évidemment, on commence par les feuilles. Toujours les feuilles, les classes les plus externes qui n'ont pas de dépendance, dont dépendent les autres. Donc, je peux faire l'interface. Je ne peux pas faire le plan parce que si je vais déclarer ici un plan, c'est plusieurs formes, il va me dire il y a erreur, c'est quoi forme? Donc, il faut que j'efface forme avant de faire plan et ainsi de suite. Il faut que je fasse disque après avoir fait forme, ou bien triangle, ou bien… Voilà. Donc, comment appréhender? Par où commencer? D'abord, toutes les interfaces, classes abstraites, les classes mères, et puis les classes filles, les classes composites, les classes agrégation. Une fois que je sais appréhender ça, l'important, c'est modéliser. Au-delà de… Parce qu'à un moment donné, vous avez fait un main avec des instructions et tout ça. Ça, c'est en dernier. Vous faites d'abord votre modélisation, les propriétés de mes classes, les méthodes en dernier. Les méthodes, c'est ce qui peut effectivement peut être le plus dur. Calculer le périmètre, calculer la diagonale, etc. Vous faites les méthodes en dernier. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Ou bien vous vous êtes dit, OK, moi, je vais faire aujourd'hui, j'ai une demi-heure, je vais faire ça. Et puis, tel jour, je fais cette partie-là. Et vous essayez de tout faire à chaque fois. C'est une façon aussi, mais dites-vous bien qu'à l'examen, vous n'aurez pas tout un diagramme à implémenter. Hein. On n'a pas le temps, effectivement. À l'examen, on part d'un diagramme qu'on connaît. Donc, par exemple, on pourrait partir de ça. Et puis, je vous dis, voilà, ajoutez 2, 3 classes filles, une classe abstraite, une interface. Donc, je vais ajouter, moi, une interface supplémentaire, une classe fille. Par exemple, ici, un triangle isocèle qui est une classe fille de triangle. Des choses comme ça. Et vous partez d'un projet qu'on a déjà implémenté, donc par exemple du projet géométrie, vous ajoutez les classes, les interfaces qui manquent, et vous implémentez les méthodes nouvelles que je vous demande. Donc, il n'y aura jamais, combien est-ce qu'on a ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y aura jamais une dizaine comme ça de classes et d'interfaces à implémenter. 2, ok, 3. c'est rassurant. Ouais. Okay. En fait, effectivement, j'ai d'abord fait chaque classe et chaque interface indépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, au fur et à mesure, je les ai complétées et j'ai vu que voilà, ça fonctionne petit à petit et que ça se déroule plutôt bien. Mais ouais, j'ai quand même fait une classe application pour pouvoir tester au fur et à mesure. Je dis de la faire plutôt vers la fin. Mais je trouve que oui, ce que je veux dire par là… la faire durant le processus, au moins, on peut vérifier au fur et à mesure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans votre classe application, est-ce qu'il faut vraiment tester la diagonale ou est-ce qu'il faut tester la classe rectangle, instancier un rectangle, voir qu'on a accès à la longueur et à la largeur? Voilà. Je dis dans un premier temps, modéliser les propriétés. Les méthodes peuvent venir après. Ok. J'ai par contre rencontré quand même un problème avec Resize2 et Resize by. Je vois pas bien la différence entre les deux. Et ouais, ça c'est quelque chose que j'arrive pas à saisir. Ça dépend de la forme. Quand j'ai un rectangle et je redimensionne, eh bien, je change la longueur et la largeur. By, c'est relatif, tout, c'est absolu. Donc, si je dis
resize by 10, 20, eh bien, j'ajoute 10 cm à la longueur et 20 cm à la largeur. Donc, si mon rectangle faisait 40 sur 50, maintenant il fait 50 sur 70. Resize by. Par contre, resize to, si je fais resize to 10, 20, maintenant mon rectangle il fait 10 de longueur et 20 de largeur. Ok, d'accord. C'est vrai, j'ai bien saisi. Mais alors, c'est juste l'utilisation d'un setter. Ah oui, il va passer par les setters pour modifier longueur et largeur, oui. Donc, dans le code, effectivement, de resize by, ben, on aura appel. Donc, si j'implémente ça, ben, il y aura l'appel de cette longueur. On ne voit pas votre écran. Ah, pardon. Donc, on aura l'appel de cette longueur et on aura l'appel de cette largeur. Ceci avec les valeurs fournies dans le paramètre multiple ici, dsize, qui est donc ici, donc paramètre multiple, vous pouvez entrer plusieurs entiers et vous aurez accès, donc premier entier, c'est un tableau du coup, dsize, crochet 0, dsize, crochet 1. Donc ça, ce serait l'implémentation d'un rectangle. Tu prends la première valeur qui a été fournie, donc ça, pardon, ça c'est resize to. Resize by, ce sera get set, get longueur comme ceci. Donc cette longueur, c'est get longueur plus. Cette largeur, c'est get largeur plus. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, je récupère la longueur précédente, j'ajoute le premier entier passé à cette méthode. Je récupère la largeur précédente, j'ajoute le deuxième entier passé à cette méthode. Dans le main, vous avez votre rectangle et vous faites point resize by 10, 20. Et ça va donc ajouter 10 à la longueur, ajouter 20 à la largeur. Ça va? Ok. J'ai pas bien compris pourquoi le tableau, mais oui. C'est un paramètre multiple. Donc, en Java, la syntaxe ici permet d'appeler la méthode avec autant d'éléments, de paramètres qu'on veut. Donc, si par exemple, je l'appelle avec un cercle, je vais faire resize by 50. Je ne mettrai un seul. Pourquoi? Parce que dans un cercle, j'ai un rayon. Et c'est donc le rayon que j'agrandis. Ouais. Voilà. Si je lui donne un triangle, ben à ce moment-là, comment est-ce que je redimensionne le triangle? C'est un peu plus compliqué par contre. Hein, le triangle est fait de 3 points. Donc, quand je redimensionne, je bouge la position des points. Donc, en fait, je vais lui donner 10, 10, puis 10, 30, puis par exemple 25. Je donne trois groupes de 2. Donc, le premier point est déplacé de 10, 10. Le second point est déplacé en X de 10, en Y de 30, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous l'avez implémenté comme ça, mais c'était l'idée. Pas encore, mais c'est l'idée, oui, c'est ça. Pas encore, mais c'est l'idée que j'avais. Ouais. Ok. Après, le reste... Oui, effectivement, le reste, c'est effectivement le calcul du périmètre, la superficie pour le triangle, c'est ça qui est le plus complexe. La pente, ça a dû aller, ça, le calcul de la pente.
pour une droite. Tiens, je peux vérifier. Il me semble que oui. Je peux vérifier ici. Notre théorie abstract form. J'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Où es-tu? Oui, la pente, c'était nickel. Ah oui, et donc mettre ici un classe point. Je devrais peut-être éventuellement accès. Comme ça. Et donc ici, ce que nous avons, c'est un protected point position. Voilà, c'était ça l'idée, le point et la classe interne. Est-ce que la droite peut avoir accès maintenant au point interne ici? C'est notre question. Je crée une classe droite qui doit être faite de 2 points, donc début et fin. Point début. Et c'est là que l'inconnu n'est pas résolu. Et je l'importe et il me dit forme ne peut pas être importée. Pourquoi? Non, c'est pas ça. Ça m'embête. C'est déjà pas normal que forme tout court ne soit pas importable. Je vais le mettre. Ah oui, je vais peut-être créer un package. Voilà. En précisant le package, c'est résolu. Et voilà. Voilà, tout va bien. Donc, il est possible donc, de déclarer la classe point en interne de la classe abstract form et la classe droite peut donc avoir accès au point. Il faut simplement lui expliquer que le point en question se trouve dans la classe form qui est dans le package PO. Donc, vous voyez l'importance ici de définir un package. Si vous ne le faites pas, il n'arrivera pas à résoudre l'inconnu. Quand je suis dans le package par défaut, ça ne fonctionne pas. Il me dit, mais c'est quoi cette forme-là? Je ne connais pas. Voilà. Donc, ça, c'est une autre utilité des packages, les résolutions de portée, de librairie, pardon. C'est portée des variables, non, mais c'est librairie, résolution des librairies. Ça va? Donc, le diagramme est juste. Ça, on peut faire, classe interne. De quoi voulons-nous parler aujourd'hui? Revenir un petit peu sur les collections. Hein. Sur les collections. Alors, j'avais mis quoi ici?
Sur Chamilo, je vous ai mis normalement un... Ah oui, d'accord, il est peut-être caché dans les dossiers. Collection. Voilà. Il est dans ce dossier-là. Je vais le mettre. Je mets ici. Donc, dans le dossier exercice. Au projet de collection permettra de vous montrer deux choses. On va revoir un petit peu les collections et aussi les énumérations. Donc, je vais importer un projet existant dans le workspace. Je choisis l'archive que j'ai téléchargée. S'il veut bien. Voilà. Et là, je vous ai mis un petit peu quelques utilisations. On va commencer par l'array list qu'on a regardé la semaine passée. Donc, un tableau dynamique. On peut ajouter autant d'éléments qu'on veut tant qu'il y a de la mémoire. Dans cette classe que je fais, je vais simplement définir d'abord une petite énumération. Alors, une énumération, c'est quoi? Ce sont des constantes, tout simplement, des constantes. Au lieu de déclarer dans ma classe la constante lundi, mardi, mercredi, etc., en écrivant ici private final int lundi, et en disant que lundi c'est 0. Donc ça, c'est une façon de faire qui est possible en Java. Voilà, j'ai défini mes constantes. Comme d'habitude. Hein, un chiffre pour chaque jour de la semaine. Et bien, en Java, ils se sont dit que ce serait intéressant de pouvoir grouper toutes ces constantes-là, parce que clairement, elles ont un lien les unes avec les autres. Ce pas des constantes séparées les unes des autres. Et donc, c'est là qu'intervient la notion d'énumération. J'énumère des valeurs qui vont être représentées par un libellé constant. Donc, ça, c'est une solution que vous pouvez adopter et associer le code que vous voulez. Là, j'ai mis 0, 1, 2, mais vous pourrez très bien dire, voilà, lundi, c'est 120, mardi, c'est 140, qu'importe. Qu'importe. C'est juste une question de votre choix dans votre application. Sachez que par défaut, c'est 0, 1, 2, 3, comme dans un tableau. Donc, vous pouvez choisir la solution des constantes, ou bien, et c'est ce que je vous présente ici, choisir la solution des énumérations qui va automatiquement déclarer ces constantes-là avec 0, 1, 2 comme valeur. Et donc, l'avantage, c'est que du coup, vous donnez un nom à votre énumération. Et donc, vous pouvez accéder à l'énumération lundi en écrivant jour.lundi, puis jour.mardi, jour.mercredi. Au niveau syntaxe, c'est comme quand on déclare une classe. Au lieu de mettre public classe, vous mettez public enum, et puis le nom de l'énumération. Et dans les accolades, vous mettez les différentes valeurs. Donc, c'est la syntaxe la plus simple. Après, il y a encore plein de petites particularités
plein de petites subtilités qu'on ne va pas forcément voir là maintenant, mais voilà, je reviendrai peut-être dessus plus tard. Tout est détaillé dans le livre Jean-Michel Doudou. Si ça vous intéresse, c'est pas incontournable d'utiliser tous les détails des énumérations. Mais voilà, pour vous dire par exemple que c'est pas celle-là, c'est voilà, ici les énumérations, donc le type enum. Donc on vous explique ce que je vous ai dit, hein, voilà, au lieu de faire des constantes statiques finales, voilà, et bien voilà, et on vous explique tous les inconvénients en fait, hein, les inconvénients des constantes. Par exemple, je ne peux pas faire de boucle, je ne peux pas faire d'itération sur des constantes comme ça. Chacune des constantes là sont isolées les unes des autres. Avec les énumérations, on pourra faire une itération sur toutes les constantes. Donc par exemple, je pourrais faire une boucle sur les jours de la semaine, de lundi à dimanche, parce que je les ai mis dans un certain ordre. Et en faisant plus, il passera à mardi, puis à mercredi, etc. Donc c'est très avantageux. Et d'autres inconvénients et avantages des uns et des autres. Donc, au niveau syntaxique, la définition de base, c'est celle-là. Vous voyez un autre exemple ici avec vert, orange, rouge et l'énumération feu tricolore. Et comment est-ce que j'accède en mettant le nom de l'énumération, point, la constante énumérée que je veux. Donc, je vous parlais de syntaxe un peu plus complexe. Ouais, voilà. Switch case, voilà. On peut enrichir les énumérations avec des interfaces, avec des constructeurs. On peut mettre des champs et des méthodes même, hein, comme une classe carrément. On peut avoir des initialisations statiques et même des classes internes dans une constante, dans une énumération, pardon. Donc, par exemple, là, une énumération qui hérite d'une autre classe. Là, en l'occurrence, la classe object, mais bon, on peut. Exemple. Enfin, c'est-à-dire qu'en la faisant hériter de la classe object, l'avantage, c'est qu'on a accès à toutes les méthodes de la classe object, notamment récupérer les values de l'énumération, la méthode clone, la méthode equals, etc. On peut, dans une énumération, associer des valeurs différentes. Au lieu de que ce soit automatiquement 0, 1, 2, on va dire, voilà, l'énumération de la constante 1 a comme valeur 1, 2 a comme valeur 2, 4 a comme valeur 4. Donc ça, c'est assez simple au niveau de la syntaxe. Je peux également ajouter dans mon énumération d'autres constantes. Une constante valeur ici, qui après, je l'utilise dans mon constructeur. Donc là, l'énumération coefficient, le constructeur coefficient va recevoir une valeur et cette valeur sera passée à ce paramètre valeur. Je mets un getter, etc. Donc, considérez les énumérations vraiment comme des sortes de classes qui ne contiennent que des constantes et qui peuvent avoir, donc, comme n'importe quelle classe, un constructeur, des getters, pardon, pas de setters, puisque ce sont des constantes, c'est final. Donc, c'est dans le constructeur qu'on les initialise. Et après, on n'a que des getters pour accéder aux différentes valeurs. Ici, une énumération remise qui va énumérer des différentes valeurs de remise. Il y aura la remise courante, la remise fidélité, les remises exceptionnelles. Alors, l'idée, c'est que la remise courante, elle aura comme valeur cet objet big décimal qui vaut 0,05 et comme libellé, remise de 5%. Donc, je définis deux choses carrément, non seulement une valeur, mais également une représentation textuelle.
Le constructeur reçoit un taux et un libellé. J'initialise ce taux et ce libellé. Getter, get taux, get libellé. Une méthode pour calculer éventuellement la valeur finale de la remise en lui donnant une valeur. On va multiplier par le taux et définir des décimales. Exemple d'utilisation, je définis un montant qui est un nombre avec un big décimal. Et puis après, je vais… Big décimal ne doit pas vous distraire, c'est simplement, bon, si j'avais pris un double, je n'aurais pas eu accès à la méthode multiply, par exemple. Ce n'est pas grave, j'aurais utilisé le symbole fois. Donc, considère juste que c'est juste un double, en fait. Voilà. Et avec cette boucle, je vais parcourir toutes mes remises. En faisant remise.values, je récupère les différentes remises de mon énumération. Et pour chaque remise, eh bien, je vais récupérer le libellé et calculer la remise par rapport à un montant donné et l'afficher tout ça. Voilà, donc il y a vraiment moyen de personnaliser également en utilisant le libellé, etc. Personnellement, je ne vous demande pas de maîtriser tout le détail. Vous voyez, il y a beaucoup de détails des énumérations. Pourquoi? Parce que dans la pratique, je n'ai pas vraiment vu beaucoup de projets qui exploitent toutes ces subtilités-là. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un cours de PO, pas un cours de Java, et qu'il faut bien que je choisisse un langage de programmation. Donc, je prends Java. Mais l'important, c'est vraiment que vous maîtrisiez les fondamentaux de la programmation orientée-objet pour être capable d'après d'apprendre Python, pour être capable d'apprendre C#, etc. N'importe quel autre langage PO, mais pas uniquement se focaliser sur les subtilités de Java parce que si j'avais choisi C#, ça aurait été les subtilités de C#, etc. Ça, c'est plus dans le cadre de votre projet de troisième où vous allez aller plus loin dans la maîtrise de Java si vous développez en Java, etc. Donc, ce que moi je demande pour les énumérations, c'est voilà, le minimum, être capable de définir une énumération, de spécifier des valeurs, parce que bon, c'est peut-être intéressant de dire que ce n'est pas 0, 1, 2, 3, 4, mais si on veut, on peut ici définir des valeurs différentes que l'on va alors initialiser grâce au constructeur de l'énumération. Voilà, ça, c'est un peu le minimum, je pense, qui est intéressant, qui vous permettra après, quand je vous demanderai de faire celui-là, le projet IT Company, de faire cette énumération-là, donc avec les niveaux Beginner, Intermediate, Advanced, de faire cette énumération-ci avec les symboles monétaires. Voilà. Et celle-ci avec les statuts Not Taken, Ongoing, Done. Dans ce projet-ci, j'ai donc créé l'énumération des jours de la semaine, de lundi à dimanche. Pour pouvoir, dans mon main, créer une ArrayList de jours. Et les jours, c'est quoi? C'est donc bien mon énumération. Je vais pouvoir mettre dans mon tableau dynamique des jours, des constantes de jours. Je rappelle que dans l'opérateur diamant, vous mettez le type d'éléments qu'il y aura dans l'ArrayList. Donc, si je déclare que j'ai une ArrayList de string, alors je vais instancier une ArrayList de string. Et quand j'ajoute des choses dedans, ça doit être des chaînes de caractères que j'ajoute. Quand je fais la méthode add, je dois ajouter des objets string. Sinon, il y a une erreur. Okay. Donc là, j'ai déclaré que je mettais des jours dedans. J'instancie un tableau dynamique de jours. Et voilà, je regarde un petit peu isEmpty. Ça me permet de voir si l'ArrayList est vide ou pas. Au début, évidemment, elle est vide. Ensuite, j'ajoute le jour de lundi, le jour de jeudi, vendredi 2 fois, jeudi. On peut ajouter 2 fois le même élément. Je peux ajouter 2 fois jeudi, 2 fois vendredi. Il n'y a pas de problème. L'ArrayList
accepte les doublons. Ce qui me donne hop. Voilà, mon arrêt liste au départ est vide. J'ajoute les jours dedans et je l'affiche lundi, jeudi, vendredi, vendredi, jeudi. Notez que l'affichage ici de l'arrêt liste se fait automatiquement. Je n'ai pas de toString. Ouais, voilà, je n'ai pas de toString. Donc, il affiche la valeur de ma constante telle que son libellé est prévu automatiquement. J'ai jour lundi dedans, il m'affiche lundi. Et puis après, j'affiche pas vide, puisque l'arrêt liste n'est pas vide. Donc ça permet d'ajouter à la fin. Insérer à une position donnée. On a vu que c'était la même méthode add qui est donc surchargée. Soit c'est une méthode add qui prend l'élément et qui ajoute à la fin, soit c'est une méthode add qui prend la position et l'élément et qui l'insère donc à la position 1 dans l'arrêt liste. On se retrouve du coup avec un nouveau mardi qui a été inséré ici, en position donc 0, 1. Entre lundi et jeudi, il insère mardi. On peut supprimer, remove. Je supprime le premier vendredi qu'il va trouver. Et donc là, j'avais 2 vendredis qui se suivaient. Le coup d'après, je n'en ai plus qu'un parce que j'ai supprimé le premier. On peut aussi, surcharge le remove, supprimer à une position. Donc, je supprime la position 0. Donc, j'ai supprimé lundi. Je me retrouve avec juste mardi, jeudi, vendredi, jeudi. Je peux accéder avec get à l'élément qui est à la 3e position. Donc, position 0, position 1, position 2. C'est bien vendredi. Et vous voyez que quand j'utilise get, ça me renvoie une instance de l'élément qui est dans l'arrêt liste. Puisque c'est une arrêt liste de jour, j'ai donc bien une instance d'un objet jour. Jour J ici que je récupère. La méthode indexOf me permet de rechercher. Donc, dans l'arrêt liste, je recherche la première position de l'élément jour jeudi. Ça me renvoie la position. Et il a trouvé un jeudi en position 1. C'est bien celui-là. Et lastIndexOf me renvoie la position du dernier jeudi, celui-ci en position 3. La méthode contains fait aussi une recherche, mais elle va juste me dire si oui ou non elle a trouvé. Elle ne me dira pas où. Donc ça me renvoie un booléen, trouver false ou trouver true. Et donc là, effectivement, il y a encore un mardi dans la liste et je l'affiche. Mardi est présent. Par contre, dimanche est absent de la liste. Ensuite, la méthode set me permet de modifier, remplacer à la position 2, troisième élément. Donc, tu remplaces le troisième par mercredi. Donc, 0, 1, 2. Vendredi devient mercredi. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe ici. Size me permet d'avoir la taille de l'arrêt liste. Et je récupère comme ça donc, le nombre de jours qu'il y a dans cette liste. Et il y en a 4. Voilà, donc là, j'ai exploré la plupart des méthodes d'arrêt liste. Et comment j'ai fait? Simplement, j'instancie mon tableau dynamique. Et puis après, je mets un petit point. Et voilà, j'étudie toutes les méthodes une par une. En utilisant la documentation éventuellement, donc en me mettant ici, j'ai accès. Non, je n'ai pas téléchargé la Javadoc, mais autrement, elle était disponible ici.
Comme je ne l'ai pas téléchargé, je ne l'ai pas. Peut-être que vous l'avez peut-être télécharger la version complète avec la documentation. Si ce n'est pas le cas, vous devez aller être du coup dans la documentation qui est en ligne sur Internet. Et donc ça, c'est un truc que voilà, vous devez pouvoir aussi développer, découvrir les méthodes d'une librairie en lisant leur documentation, en explorant comme ça les différentes méthodes. Évidemment, on ne peut pas non plus tout deviner, mais il faut pouvoir lire la doc, comprendre les exemples qui sont présentés, etc. Alors ici, je vous montre la différence avec les différents types de boucles. Il y a une boucle ici for, une boucle for each et un itérator. Donc, la boucle for classique avec un i qui commence à 0, que je vais incrémenter i++ tant que i est plus petit que le nombre d'éléments, que la taille du tableau, hein, que la taille du tableau ici que j'ai récupéré ici. Ça, vous connaissez. Et je fais quoi? J'affiche chaque élément avec getI. Ce que je fais, c'est que j'ai mis un minuteur ici, system current time millis, ça me permet d'avoir ici le temps qu'il est avant et le temps qu'il est après ma boucle. Et je fais une soustraction entre la fin et le début pour voir combien de temps s'est écoulé. 58 millisecondes. Deuxième technique pour itérer sur une array list, la boucle for each. Donc, cette boucle-là, on met en deuxième position notre tableau dynamique ou notre tableau, même les tableaux normaux, statiques, peuvent être utilisés avec cette boucle. Et en première position, vous mettez l'élément qui est dans le tableau. Donc, si j'ai par exemple un tableau d'entier, new int 5, je vais faire une boucle for each comme cela. Je dis que j'ai un number parmi tous les numbers. Oui, donc là, ça c'est au pluriel, c'est mon tableau. Là, c'est au singulier, c'est un nombre. Chaque nombre de cette liste va automatiquement être initialiser cette variable. Okay. Et du coup, là-dedans, je peux juste dire NB pour avoir accès au nombre dans la boucle. Donc, la syntaxe est plus simple. C'est beaucoup plus simple d'écrire ça que d'écrire avec la syntaxe for each, for classique ici, où il fallait, dans le cas de l'ancienne syntaxe, i plus petit que numbers.length i++. À l'intérieur, il faut écrire numbers crochet i pour obtenir la valeur. Voilà. Et j'ai oublié de mettre ici i initialisé à 0. Donc, c'est simplement, cette syntaxe nous simplifie grandement le code d'un for classique. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle est vraiment très pratique. On appelle ça la boucle for each. Même si maintenant, en Java, il y a une nouvelle boucle for each qui est apparue. On en reparlera. On reparlera de celle-là plus tard. OK. Et donc, cette deuxième boucle-là, elle a pris 32 millisecondes. Donc, rien que le fait d'écrire plutôt comme ça que d'écrire comme cela, ça a été plus rapide. OK. Troisième technique, l'itérator. Et donc ça, l'itérator, c'est la méthode qui est conseillée avec les tableaux dynamiques, avec les collections. N'utilisez pas
les boucles for classiques ou la for each, même si vous pouvez, on vous dit utilisez plutôt l'itérator parce que c'est beaucoup mieux. Et vous voyez que le résultat ici, c'est 15 millisecondes. Beaucoup plus rapide que les deux autres techniques. C'est plus long à écrire. Hein, le programmeur va se fatiguer parce qu'il a beaucoup plus de code à écrire. OK. Mais c'est plus performant. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, première étape ici, je récupère un objet itérator à partir de ma collection, à partir de l'arraylist. Donc, on voit bien ici que c'est l'arraylist qui me donne un itérator que je récupère. Je l'ai appelé IT. C'est un itérateur de jour qui va itérer sur des jours. Ben, c'est normal, mon arraylist contient des jours, donc il itère sur des jours. Deuxième étape, ben, je fais une boucle tant que cet itérateur possède un élément suivant, tant qu'il y a des jours encore qui suivent asNext, alors je vais itNext, récupérer le prochain jour. Donc, au lieu d'écrire ici ArrayList getI, au lieu d'écrire LM ici, parce qu'avec une syntaxe simplifiée, on peut mettre LM, eh bien, on écrit, on passe par l'itérateur. On ne fait plus du tout référence à l'ArrayList, on fait référence à l'itérateur, et c'est lui qui va chercher next, le prochain élément qui est dans la liste. C'est comme si vous avez en fait un CD avec un laser qui vient prendre le morceau qui est dans telle ou telle plage. Ce n'est pas le CD qui fournit l'information, c'est le laser ou c'est l'aiguille de votre vinyle qui va venir prendre la prochaine chanson. Mais excusez-moi, il ne prend pas la première du coup? Si, next c'est la première. Next c'est la première. D'abord la première, et puis il va. Donc, next, c'est une bonne question. Next va d'abord lire et après avancer. Donc, il lit le premier, il avance au deuxième. C'est pour ça que quand vous êtes sur le dernier, vous faites next, il lit le dernier et il avance et il est à la fin. Et quand vous faites encore une fois next, ben, il répond nul, il n'y a plus rien. D'accord. Alors, il y a moyen de faire des allers-retours aussi. Vous allez parcourir dans un sens. Donc là, je vais plus aller vers l'avant. Et puis après, je vais faire moins, je vais en arrière. Donc, je fais deux boucles ici, aller-retour. Là, on a eu 28 millisecondes pour faire un aller-retour. C'est fou, hein? Pour faire un simple aller, on a eu 58 millisecondes et un aller-retour, presque 2 fois moins. Mais ne vous fiez pas à ça. C'est vrai que si je relance l'application, vous allez voir, les chiffres vont encore changer. Bref, mais je vais le relancer après. Un aller-retour avec les itérators. Vous allez du coup utiliser list itérator. Donc, on a itérator qui envoie un itérateur qui ne peut que avancer, il peut seulement faire next. Donc ici, quand j'ai fait it point, au niveau des méthodes que j'ai ici, j'ai next et je n'ai pas précédent. J'ai également remove, je peux supprimer dans ma liste. Et puis j'ai ceci qu'on étudiera un peu plus tard parce qu'il y a de la matière qu'on doit voir au niveau ici des consumers. Mais bon, voilà, donc l'itérator, lui, il ne fait que avancer et supprimer. Par contre, le list itérator, que j'ai appelé LIT ici, eh bien, quand je l'inspecte, lui, il possède une méthode next, mais aussi une méthode previous, précédent. On voit qu'il y a également une méthode add pour ajouter. Donc l'itérator, il peut supprimer. Le list itérator, il peut ajouter aussi. Donc au niveau d'héritage, le list itérator est un enfant de l'itérator, donc il peut faire tout ce que l'itérator peut faire. Il peut
supprimer, il peut avancer, next, as next, mais il a en plus de ça, as previous, previous, add, voilà. Set pour remplacer également. Alors vous allez me dire, autant utiliser tout le temps un itérateur. Oui, mais ça coûte plus cher, évidemment. Hein. Si vous n'avez pas besoin de reculer, pas la peine de faire un itérateur. Vous ne faites qu'un itérateur normal. Et donc là, ça nous a pris 26 d'aller avancer et reculer par rapport à un for classique. Là, on peut se dire, bon, il n'y a pas tellement de gains. Oui, c'est possible. Si je le relance. Le for classique, 118 millisecondes. Le for each, beaucoup moins. L'itérateur, beaucoup moins. L'aller-retour avec le for, très rapide. L'aller-retour avec le A, moins rapide. Donc parfois c'est voilà, ça dépend. Mais là, j'ai fait sur des petites données. Il y a quoi? Il y a 5-6 éléments là. Si vous le faites vraiment sur des milliers de data, alors là, l'intérêt, on va le voir directement plutôt. Je ne l'ai pas écrit, mais il y a, j'aurais pu l'encoder, mais je trouvais qu'il y avait un article assez intéressant sur Open Classrooms qui le présente. Ça, c'était quoi? C'était Iterator. Je crois que c'était ici. Je ne suis pas sûr, mais... En tout cas, il y avait le même genre de benchmark que j'ai fait là, donc c'est-à-dire avec un chrono avant, un chrono à la fin, et puis on compare les deux. Et là, ils ont fait le test sur des milliers de données. Et là, on voit mieux l'impact du choix de sa boucle. Vous pourriez le simuler vous-même hein, en ajoutant dans l'array list de façon aléatoire des milliers de données. Hein. Il suffit que ici, lors de l'ajout, voilà, je mette une boucle qui ajoute 1000 quoi. On va mettre 100 000. Ah, il est occupé du coup, hein. 100 000, c'est beaucoup. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que si je devais à chaque fois relancer le script, ça bloque comme ça, et du coup, j'ai retiré. On voit des petits trucs apparaître. Ouais, il est occupé. Je vois que l'itérateur a donné une réponse. Il est en train de faire le parcours ici. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu, mais comme il n'a pas terminé, on n'a pas accès à toute la console. Donc pendant qu'il fait ça, quoi d'autre? Ici, je fais un parcours à partir d'une certaine position. Donc par exemple, là, on peut créer un itérateur, mais on peut le placer à un endroit. Hein, donc il est possible d'appeler l'itérateur comme ceci, et là, il sera placé au début.
là, en mettant une position ici, hein, par exemple la position 3, il commence à la 4e position, etc. Donc là, ce que je fais, c'est que je dis nombre de jours divisé par 2, donc je le passe au milieu. Voilà. Et à partir du milieu, je vais faire un next index pour savoir quelle est la prochaine position. Je fais un next pour récupérer le prochain jour. Previous index, quelle est la position précédente. Et previous pour récupérer le jour précédent. Ici, j'ajoute plusieurs éléments à une liste. Donc, je définis une liste de jours avec dimanche, lundi. Et sur ma première liste, j'ajoute tous les éléments de cette seconde liste. Add all. Je l'insère à partir de la position 4. Je supprime tous les éléments d'une liste. Je fais un clone. Ça, on avait vu que pour faire la copie, je fais un clone d'une liste. Ah, peut-être que ça va être coûteux. Là, il est en train de cloner 100 000 éléments. Ça va prendre du temps. Mais là, il a terminé, apparemment, mais il n'y a plus rien qui s'affiche dans ma console. Je pense que ça fait planter la console hein, d'avoir un truc aussi énorme. Je n'aurais peut-être pas dû aller sur 100 000, peut-être sur 1000. Ouais. Voilà, avec 1000, ça va beaucoup plus vite. Mais ma console est... C'est bien, non ? La console est vidée. Il n'affiche pas tous les éléments. Et... Ah, ce que je vais faire, c'est ça alors. Je vais faire un débogage et mettre un point d'arrêt. Ici. Voilà. On peut quand même voir qu'il y a une différence for each. Et je vais le faire aller ici avec l'itérator jusque là. Ouais, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait une pause. Donc, il faut peut-être recommencer. Voilà. 122, 106, 44. L'itérateur est bien plus rapide. OK. Donc voilà, on a cloné une liste. Contains all. Est-ce que cette liste-là contient tous les éléments de cette liste-ci? Si il y en a un seul qui manque, il répond faux. Voilà. Et puis ici, je vide à nouveau, j'ajoute dimanche, lundi. Je peux, à partir d'une liste, supprimer tous les éléments qui sont dans cette liste-ci. Donc, supprimer plusieurs d'un seul coup. Là, en l'occurrence, tous les lundis et les dimanches ont été supprimés. Add all, j'ajoute tous les éléments de cette liste dans cette liste-ci. Et je fais un retain all. Donc là, je ne garde que ce qui est présent dans cette liste-ci. Je garde dans la liste ArrayList que ce qui est présent dans cette liste-ci. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai mis mardi, mercredi et jeudi. Donc, je supprime tout sauf les mardis, mercredi, jeudi.
Donc, ça, c'est pour comprendre la différence entre remove all et retain all. Ne retient que tout ce qui est là. Alors, vous avez sublist qui ne fait pas de copie, qui va juste avoir une vue sur une partie de la liste initiale. Une vue, c'est ce qu'on peut considérer ça comme en fait une sorte de pointeur sur une partie de cet array list. Donc là, je dis à partir de la position 1 à la position 3, ça va s'appeler vue. Du coup, quand j'affiche cette vue, ben, je n'ai que les éléments qui sont de 1 à 3. Et ce serait bien d'afficher. Donc là, on est passé ça, les absents. On est ici sur on print ça. C'est ça. Ok, donc notre subliste ici, position 1, 2 et 3 non comprises. Donc c'est pour ça que j'ai jeudi et mercredi, donc de 1 à 3 non compris. Et ça, je print ma vue. Donc ce que j'affiche là, c'est uniquement la subliste d'ArrayList. Mais ce n'est pas une copie. Donc si je change quelque chose de cette subliste, l'ArrayList est modifiée aussi. Donc si par exemple j'ajoute samedi, eh ben, on voit très bien que dans mon ArrayList, j'ai maintenant un samedi qui a été inséré ici. C'est bien donc à la fin de cette sous-liste qu'il a ajouté samedi. Et qu'au final, donc, on a l'ArrayList qui contient également un samedi. C'est un peu plus difficile à suivre, mais regardez bien que l'ArrayList ici, c'est celle-là que j'affiche. Mais c'est la vue que j'ai modifiée. Si je fais vue clear, donc je supprime tous les éléments de la vue, eh ben, dans mon ArrayList, j'ai supprimé jeudi, mercredi et samedi, puisque c'est samedi, je l'ai ajouté dans la vue. Dans la sous-liste. Voilà. On a revu comme ça toutes les différentes méthodes les plus importantes de l'ArrayList. Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'elles existent, et parce que le jour où vous avez besoin de quelque chose, vous n'êtes pas en train de réinventer la roue, vous ne le faites pas à la main. Vous savez que, ah oui, pour ça, je fais clear. Ah oui, pour ça, je fais une sous-liste. Pour ça, je fais retain all. Donc, après le congé, ce que je ferai, c'est un petit quiz. Un petit quiz d'exercice comme ça. Vous répondez à 2-3 questions concernant les collections. Ce sera par exemple comment faire pour vider les éléments d'une ArrayList. Vous me dites, ah, ce sera clear. Comment faire pour ajouter au début? Ah, ce sera avec la méthode add, position 0, insérer au début. Ainsi de suite. Ça va? Il n'y a pas tellement de réaction. Est-ce que je vous ai assommé? Si, mais oui. Si on doit juste dire oui, ok. On va faire un break. Mais voilà, je vous ai mis dans ce projet collection d'autres exemples aussi avec les autres types de données, les sets, les maps. Voilà, de façon à pouvoir voir la différence. On se retrouve dans 15, donc à 30, 45. Parfait, à tout à l'heure.